et je te laisse. C'est parti. Donc, je te laisse la main pour nous parler donc d'Offensive Arsenal, donc, des travaux de recherche sur cette année Ok. 2021. Ben, je te remercie. Merci Tanguy pour la présentation parce que du coup, ça me permet d'aborder en fait un petit peu l'arsenal offensif qu'on utilise forcément dans les équipes de Red Team. Euh, j'ai mis un titre un peu provocateur, hein, comme à mon habitude, de rendre le monde facile aux pentesters, mais aussi aux scriptidies. Mais bon, ça, on va voir au fil de la présentation, je dirais, ma façon de penser à ce niveau-là. Euh, hop. Donc, si je me présente, je m'appelle effectivement Sébastien Ramella. J'utilise le pseudo de Mecal sur Internet. On ne prononce pas le H. Euh, je suis TC cybersécurité pour Zeop Entreprise et une double casquette, je dirais, consultant cybersécurité chez Zeop Cybersecurity, qui est le pôle cyber de Zeop, qu'on est en train de construire en ce moment même. Je suis actif sur Internet depuis longtemps. Depuis quelques années maintenant, je publie certains travaux de recherche. Je m'intéresse beaucoup à l'offensive. Pourquoi? Peut-être parce que ça me canalise quelque part. Ça me permet en fait de techniquement tester des exploitations, de produire du code d'exploitation. Et, une fois que j'ai fait un petit peu tout ça, en fait, j'en ai un peu marre de les utiliser. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça me canalise vraiment. Et je pense que ça doit faire partie des choses qui font que je ne prends pas le chapeau noir. Euh, ensuite, donc là, je vais vous parler et j'espère que je vais pas déborder. Donc, je vais essayer d'aller vite. Peut-être que certains sujets, je les passerai un peu rapidement. Euh, Parler un petit peu de Metasploit, pourquoi contribuer au projet hein, finalement. Et puis une petite rétrospective des vulnérabilités qui ont été apportées dans le framework cette année et pour lesquelles j'ai contribué. Alors à différents niveaux. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Alors, je vais quand même refaire un petit update sur la CVE 2018 13379. J'en avais déjà parlé l'année dernière, mais elle a effectivement été implantée dans la branche master de Metasploit en février 2021. Donc, en fait, voilà. Et puis, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'avais présenté une RCE dans Covenant et puis cette vulnérabilité l'année dernière. Donc, je vais essayer de passer assez rapidement dessus. Sinon, je parlerai de Proxylogon, de la CVE passe traversale d'Apache, et puis la CVE 2021 40444, qui est la vulnérabilité MS-HTML. Alors, Metasploit Framework, juste pour poser une base, hein, je pense que tout le monde connaît l'outil, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est l'un des frameworks les plus utilisés au monde. Ce n'est pas un framework qui a à rougir face à d'autres solutions de ce type. Je pense à Immunity Canvas, par exemple, pour avoir regardé le leak, l'un des leaks récents. Bon, j'ai pas trouvé que ça cassait des briques. Et puis, c'est pas un outil que j'aime utiliser. C'est vrai que Metasploit Framework, en fait, c'est très modulaire. C'est une vraie pâte à modeler. Et comme tous les outils de sécurité, hein, qu'ils soient communautaires, sous licence ou pas, ces outils peuvent être utilisés effectivement de façon complètement légitime et de façon complètement illégale.
Alors, Metasploit, je dirais la première version en fait de Metasploit Framework qui était codée en Perl. J'ai connu cette version. Elle a évolué en Ruby et elle a été vendue à Rapid7 en 2018, je crois, de mémoire, si ce que j'ai de marqué à l'écran est juste. Et le créateur de Metasploit a demandé à Rapid7 lors du rachat que le framework reste en partie communautaire. Donc, on peut contribuer sur le framework, je dirais, à tout niveau, que ce soit au niveau du cœur, au niveau des modules, des différents modules, du méteur-prêteur lui-même, enfin bref, tout ce qui englobe le projet. Enfin, on peut poster en fait ses idées, son code et après, il y a une review pour savoir si c'est pertinent d'être ajouté ou pas. Et bien sûr, il y a un guide de contribution parce que il y a un certain respect en fait à respecter quand on code sur le framework, en fait, comme dans tous les projets de développement, je dirais. Alors, c'est un framework qui est utilisé aussi bien pour faire du pentest, mais qui pourrait être aussi utilisé par des équipes de défense pour élaborer, je dirais, des signatures en fonction des attaques et pouvoir tester et de regarder en fait quels indicateurs ces attaques remontent pour pouvoir, je dirais, affiner son système de défense. Une légende, effectivement, qui court quand il y a des grosses vulnérabilités qui sortent sur différents systèmes, c'est que tant que la vulnérabilité n'est pas déposée dans Metasploit ou rendue publique de façon très large, ces vulnérabilités ne sont pas forcément prises au sérieux et pas forcément réglées tout de suite. Alors bon, je ne sais pas si c'est une idée reçue mais en tout cas, on se rend compte de plus en plus au fil du temps que effectivement, les aspects cybersécurité sont pris de plus en plus au sérieux et je pense que le framework il contribue aussi à sa façon. Pour parler de la CVE 2018 13379, donc il y a un pass traversal sur FortiOS. Cette vulnérabilité, je l'ai un petit peu ressortie du placard en 2020. Alors, ce qui est intéressant sur cette vulnérabilité, si on regarde un petit peu la timeline, elle était détectée en tout cas en 2018. La CVE date de 2018. Elle a été poquée et publiée sur ExploitDB en 2019. Et ma première PR dans Metasploit Framework, en fait, date de mi-décembre 2020. Alors, pourquoi j'avais ressorti ça à l'époque? Bonne question, par opportunité, parce que travaillant chez un fournisseur d'accès qui fait du Forti et en ayant pas mal de matos Forti, c'était un peu l'opportunité pour moi de pouvoir travailler un petit peu cette vulnérabilité. Donc voilà, je me suis inspiré effectivement du POC ExploitDB. Faire un module sur Metasploit Framework, ce n'est pas convertir du code en code, c'est aussi, je dirais, intégrer le code pour qu'il s'intègre correctement en tant que module Metasploit. La difficulté de ce module, ce n'est pas tellement de faire des get requests. C'est facile de faire une get request et de récupérer la réponse, mais ça a été plutôt de parser le fichier de réponse. Fichier binaire qui peut qui n'est pas effectivement, qui n'a pas le même format en fait quand il est sorti d'un Forti qui tourne sur un x86 qu'un x64 par exemple. Et bref, donc le module a été ajouté le 27
février 2021 en fait dans la branche master. Voilà pour la petite parenthèse là-dessus. Je dirais le plus compliqué, je dirais la difficulté en fait du développement de ce module, c'est surtout dans la capacité de parser correctement le fichier et que ça marche sur l'ensemble des FortiGate de la planète, ou enfin en tout cas sur une grande population générale de Forti. Si le module, en fait, la première PR date de fin 2021 et qu'elle a été ajoutée qu'en février, fin 2020 et qu'elle a été ajoutée qu'en février 2021, c'est tout simplement qu'il y avait une petite erreur dans le parse du fichier et que le temps que l'erreur me soit remontée, voilà, j'ai corrigé le truc et puis c'est parti. La vulnérabilité a été intégrée, je dirais en février, fin février. Quand on développe une vulnérabilité, quand on travaille sur une vulnérabilité et qu'on importe un module dans Metasploit Framework, une fois qu'il a été mergé dans la branche master, on a le droit à un wrap-up qui est sur le blog de Rapid7 en fait, qui va je dirais recenser les derniers changements de la semaine en cours. Donc toutes les semaines, il y a un wrap-up. Alors ça peut être les ajouts de modules, les différents fixes, correctifs, peu importe, la vie un petit peu du framework. Pour une vulnérabilité en fait qui a été détectée en 2018, dont le POC est sorti en 2019 et dont le module d'exploitation est sorti en 2021, et elle a fait beaucoup de désastres. Parce que, alors, si on maîtrise encore, je dirais pas trop mal, la partie, je dirais, serveur, workstation, et encore, j'insiste sur le pas trop mal, je vois qu'en fait, il y a encore pas mal de difficultés sur des équipements qui n'appartiennent pas forcément à la société, hein, qui sont des équipements qui peuvent appartenir à des prestats, dont on n'a pas forcément le contrôle, et sur lesquels il y a une surface d'exposition, par exemple dans le cadre de cette vulnérabilité qui est relativement importante. Alors, si en 2021, on n'avait pas encore entendu parler en fait de cette vulnérabilité et qu'on n'avait pas encore upgradé, c'était encore le temps de le faire. Et la petite update là-dessus, c'est qu'en septembre 2021, donc quelques mois après la sortie du module dans Metasploit, on a un leak de 500 000 comptes VPN Fortinet qui apparaît sur Internet. Donc voilà, c'était un petit peu, alors pour reparler brièvement de cette vulnérabilité et puis faire un petit update en fait là-dessus. Développer une vulnérabilité, enfin travailler sur une vulnérabilité, ça a aussi l'avantage, je dirais, de s'imprégner de comment la vulne fonctionne. Et en fait, il y a des classes de vulnérabilité où on va retrouver quasiment le même fonctionnement, hein, avec quelques variantes, etc. Et être capable en fait de reproduire ça rapidement. Je dirais ça permet de tester, de voir si on est exposé, ça permet de faire plein de choses. Donc je trouve en fait que ce type de développement en fait n'est pas inutile. Voilà. Maintenant, je vais parler de la vulnérabilité ProxyLogon. Alors ProxyLogon, alors ça n'a pas été vraiment par opportunité, c'est que ça m'a attiré un petit peu l'attention tout de suite. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à faire.
Et vu le nombre de serveurs en fait, qui utilisent Exchange à travers le monde, c'était peut-être intéressant en fait, de regarder un petit peu comment tout ça fonctionnait. Pour rappeler un petit peu la timeline, et là je vais parler de DevCore, qui est une équipe de Red Team taïwanaise qui a travaillé sur Exchange, je dirais en octobre 2020, et qui a découvert au cours de leur recherche, je dirais une première vulnérabilité, Preos Proxy Bug, qui sera en fait plus tard la CVE 2021 26855, qui permet en fait entre guillemets, de s'authentifier, de bypasser l'authentification et d'obtenir un jeton d'admin. Et enchaînant cette vulnérabilité avec un autre bug qui deviendra en fait la CVE 2021 27065, de pouvoir provoquer du remote code exécution sur le serveur en tant qu'autorité système. Donc voilà, très intéressant d'obtenir les droits système sur un serveur Exchange dans une organisation. Donc j'ai passé en fait une bonne partie de la timelapse, hein, enfin enfin vous m'avez compris. Et pour finalement arriver en fait en mars 2021, où on commence à avoir de l'exploitation de cette vulnérabilité, alors le patch Microsoft. Et pour le coup, là, la bonne idée en fait, c'était de commencer à monter un lab, de regarder, je dirais, les différentes analyses qui ont été faites de cette vulnérabilité, de récupérer l'avant-dernier patch, de récupérer le dernier patch et de faire un diff des deux patchs. Et puis d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe autour de cette vulnérabilité. Alors, pour le coup, j'ai créé 3 modules pour cette vulnérabilité. Le premier module, c'est un module de scanner. Alors, généralement, quand je produis un exploit, si je peux séparer en fait le module de scanner et que je peux faire un module auxiliaire indépendant, généralement, je ne me gêne pas parce que du coup, rien ne m'empêche depuis mon module d'exploitation d'appeler ce bout de code que j'ai déjà stocké quelque part. Puis ça permet de séparer, de rendre un petit peu plus lisible le dev. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais c'est une habitude que j'ai pris. Alors, j'ai commencé à voir des modules de scan sur Nuclei, Nmap, et je me suis dit, tiens, il n'y a encore personne qui a poussé ça dans Metasploit. Donc, en fait, j'ai créé une première pull request du module de scan. Et puis, au fur et à mesure que les infos arrivaient, j'ai trouvé en regardant un petit peu ce qui se faisait avec cette vulnérabilité, la capacité en fait de pouvoir dumper en fait des boîtes mail. Alors de façon complètement arbitraire. Hein. On connaît la boîte mail qu'on veut dumper, on la rentre dans le module, on met les options qui vont bien, run, et puis on récupère le contenu de la boîte mail. Alors, pour que cette vulnérabilité fonctionne, il y a quand même un prérequis de taille. Autant pour le scanner, le lab, c'est quoi? C'est un serveur Microsoft Exchange. Et pour faire tourner un serveur Microsoft Exchange,
il faut un Active Directory. Donc, en fait, on se monte une VM avec Windows Server, on se pose un Active Directory, on se met un Microsoft Exchange dessus, on se met en condition de lab un peu plus pour pouvoir faire de l'interception sur les requêtes back-end d'Exchange. Bref, on met en place notre lab. Alors ça, pour le scanner, ça va bien. Par contre, pour s'attaquer en fait à la vulnérabilité qui permet de dumper le contenu d'une boîte mail, ça marche que s'il y a 2 serveurs Exchange dans l'organisation. Donc là, on étend un petit peu le lab, on monte un second serveur Exchange et puis on est capable de poker le truc et de travailler sur le module. D'ailleurs, la petite anecdote de ça, c'est que je me suis fait un petit peu troller dans un épisode de Sec Hebdo du comptoir Sécu à cette époque-là, suite à la sortie de ce module. Enfin bref. Et parallèlement à ce module, je commençais déjà à regarder un petit peu le côté RCE, qui est quand même le Saint Graal de l'exploitation. Et voir comment tout ça fonctionnait. Et comme je travaillais parallèlement sur les 2 modules, du coup, ça me laissait en fait des temps de réflexion. Alors, c'était très intensif. Hein. J'ai commencé à travailler là-dessus début mars 2021 et le module a été émergé la semaine du 26 mars, hein, enfin les 3 modules. Donc ça a été intensif en recherche, en expérimentation, etc. Et aussi des gros moments de solitude. Je vous expliquerai pourquoi après. Et bref, au fur et à mesure que les informations les arrivent, il y a des POC qui commencent à faire leur apparition. Alors, des POC qui ne sont pas complets. On le voit en fait dans la structure quand on a travaillé sur la vulnérabilité. Je dirais la structure est cohérente, mais sans vraiment tester, du coup, il faut essayer de comprendre en fait ce qui manque pour pouvoir travailler sur la RCE. Et GitHub, à cette époque-là, était très, très sympa, puisqu'en fait, ils ont censuré en fait, les codes d'exploitation. En tout cas, le module, le code POC en question. Donc en fait, du coup, il y a eu quand même pas mal de censure autour de ce POC. Donc, du coup, ça nous fait dire que finalement, ce POC est intéressant et qu'il faut travailler dessus. Par chance, et surtout, je dirais par habitude, quand il y a des gros trucs qui sortent comme ça et que tu n'es pas sûr que ça va rester sur la toile, tu fais un copier-coller du truc, tu mets ça dans un répertoire to-do list à regarder à tête reposée. Et voilà. Effectivement, je me suis servi de cette base pour travailler le module d'exploitation d'Exchange. Enfin, en tout cas, la partie RCE. Le gros moment de solitude, en fait, on arrive donc sur le lab, chez moi, j'arrive à déclencher la RCE de façon, je dirais, assez stable. Et du coup, je suis content parce que je me dis que voilà, c'est le premier module d'exploitation fonctionnel pour cette vulnérabilité. Et effectivement, je fais un commit de mon code. Et il y a toujours un tas de choses à travailler dans les modules. Déjà, d'essayer de rendre, je dirais, le module le plus random possible dans les champs en fait, qui ne sont pas nécessaires à la vulnérabilité.
pour éviter de se faire flaguer par des IPS en fait, qui repéreraient que telle signature elle provient de cette attaque. Donc, il y a un travail à faire sur, je dirais pas d'offuscation, mais j'arrive pas à trouver le mot, mais je dirais essayer de trouver en fait une façon de fonctionner la plus random possible. Voilà. Et en fait, ce gros moment de solitude, c'est que sur mon lab, ça fonctionne, mais sur le lab de Rapid7, en fait, ça ne fonctionne pas. Et on fait des échanges de traces pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vois où ça bloque, mais je ne sais pas pourquoi ça bloque. Et j'ai fait un gros travail. J'ai monté plein de labs avec du Windows, du 2012 Server, du 2016, de l'Exchange 2013, 2016, 2019. J'ai jamais réussi en fait à reproduire en fait le problème. Donc, je me suis adapté. On va dire que j'ai mis mon chapeau gris et j'ai essayé de comprendre en fait de ce qui se passait. Et finalement, dans une des requêtes qui permet effectivement d'obtenir en fait, je dirais le MS Etch ECP Canary, en fait. Le canary en fait qui est nécessaire pour pouvoir continuer la chaîne d'exploitation, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux façons de l'obtenir. Et si ça ne marchait pas de la première façon, en fait, on pouvait l'obtenir de la seconde façon. Alors, pour trouver ça, j'ai fait différents tests. Je me suis remis sur cette partie d'analyse que je soupçonnais d'y avoir un truc. Enfin bref, ça a été un peu chaud. Et pour finalement, en fait, trouver le petit truc qui va bien pour que le module en fait soit accepté dans Metasploit Framework et puisse tourner sur, je dirais, une grande partie des serveurs Exchange de la planète. Alors là, j'ai préparé en fait un petit visuel du fonctionnement de cette vulnérabilité. Donc dans Metasploit Framework à l'époque, voilà un petit peu comment ça se présente. On va sélectionner le module RCE. On va mettre l'adresse email en fait de quelqu'un dans l'organisation, pas forcément un admin, une adresse email qui est dans l'organisation. Le serveur Exchange de l'organisation. Et le listener utilisé pour le reverse meterpreter. Et on lance la partie exploitation. En fait, si la première partie est assez rapide, sur la fin, en fait, notamment à ce niveau-là, en fait, il y a une temporisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vulnérabilité, en fait, elle exécute deux fois la commande qu'on lui envoie. Donc, en fait, vous allez obtenir deux sessions meterpreter dans le cadre de cette vulnérabilité. Et puis, pour revenir sur un sujet qui a été abordé aussi vite fait tout à l'heure sur l'effacement des traces, quand on développe un module dans Metasploit Framework, il nous est demandé en fait, lorsque on utilise en fait des fichiers, par exemple ici pour écrire la vulnérabilité, en fait va écrire un shell sur la partie web du serveur Exchange. Juste en bas ici, vous avez deleted. Et en fait, ça, c'est pour penser en fait à supprimer si ça n'a pas été fait.
Ah, zut. Enfin bref, là, vous voyez, on est autorité système. Et ici, c'est le lien effacé, en fait. Donc, effectivement, quand on fait, je dirais, quand on fait des opérations de pentest, de red team, etc., moi, j'ai plutôt l'habitude, en fait, d'enregistrer tout ce que je fais. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une tâche qui n'est pas évidente. Et que dans les outils comme Metasploit Framework, en fait, ils ont pleinement conscience en fait de cette problématique et tout est fait en fait pour simplifier la vie du pentester. Alors voilà ce que je disais tout à l'heure. J'ai commencé à travailler sur cette vulne début mars, je crois vers le 6. Et la vulne a été intégrée la semaine du 26 mars dans Metasploit Framework. C'est pour ça que je vous dis ça a été très très intensif. Et pour le coup, ça m'a valu en fait une présentation de ces 3 modules dans le Metasploit Demo Meeting 2021. J'ai mis l'adresse YouTube, je pourrais vous la fournir si vous voulez regarder ça. Maintenant, je vais passer sur une autre vulnérabilité pour laquelle c'était plutôt opportuniste pour le coup. C'est pas vraiment quelque chose que j'avais prévu de travailler, mais par opportunité, en fait, je me suis dit why not. Alors, cette vulnérabilité, c'est quoi? C'est dans la version 2.4.49 d'Apache, on a un pass traversal qui permet, alors sous certaines, alors je devrais plutôt le dire comme ça, sous certaines conditions, on a un pass traversal et si toutes les bonnes conditions sont réunies, on peut faire du remote code exécution. Donc, initialement, ça impacte la version 2.4.49 d'Apache, patchée dans la 2.4.50, mais dans le patch, il n'a pas été pris en compte la notion de double encoding. Et le patch étant incomplet, la vulnérabilité pouvait toujours être utilisée avec une variante légèrement différente. Et du coup, ça a donné lieu à une nouvelle CVE et patché dans Apache 2.4.51. Ça me rappelle un petit peu, je crois, ce qui s'est passé sur Log4j. Mais je ne dis rien. Alors, cette vulnérabilité, effectivement, il y a le fixe qui est disponible, je dirais, sur GitHub. On voit %2E. Bon, quand on connaît un petit peu le truc, on se dit où c'est qu'on place ça. Et voilà, alors j'ai pas de POC vraiment à montrer là-dessus. C'est juste que rien que cette indication-là, en fait, quand on la voit, on se dit bon, on va travailler là-dessus, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, pour %2E, en fait, c'est un point en URL encoding. Alors, en fait, l'idée, c'est de faire dot/slash, donc point slash, en encodant un des 2 points. Alors, pourquoi un des 2, pas les 2 et pas toute la chaîne? C'est pour laisser de la place dans l'URL et éviter d'encoder si ce n'est pas nécessaire et d'agrandir la taille de l'URL. Stratégie personnelle, hein. Après, on peut coder ça comme on veut. Hein.
et versus en fait le double encodage. En fait, le 2 devient %32 et le E devient %65. Et du coup, badaboum, la vulnérabilité fonctionne aussi avec ce payload. Donc voilà, alors, pour le coup, comment ça s'est passé c'est Dhiraj Mishra, si j'écorche pas son nom, hein, qui a porté cette vulnérabilité, en fait, le module auxiliaire scanner dans Metasploit Framework. Mais du coup, moi, j'avais le module de RCE. Et en fait, j'avais besoin de modifier son code initial pour pouvoir, en fait, me brancher dessus. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai repris son code en le mentionnant bien évidemment comme dans les contributeurs. Et puis, je l'ai modifié pour qu'il puisse fonctionner avec mon code d'exploitation. Et j'ai fait une pull request. Et cette pull request a été intégrée, elle est assez rapidement. Alors, c'est vrai que maintenant, je commence à avoir une certaine expérience de produire du code dans Metasploit. Et je sais en fait ce qui va ticker au niveau des reviewers. Et du coup, je m'arrange pour faire le travail avant qu'on me le demande. Donc j'arrive maintenant à passer des modules assez rapidement. Ce qui a rendu aussi je dirais la facilité en fait de développement du module d'exploitation, c'est tout simplement que pour faire un lab, vous avez un Docker et puis en quelques lignes de Docker, vous êtes capable en 4 commandes de Docker, vous êtes capable de monter un lab. Donc avantage. Voilà, en sachant que avec ces commandes-là, en fait, alors vous pouvez tester. Alors pour le coup ici, c'est pour la RCE. Mais si vous voulez tester uniquement le pass traversal, en fait, il faut enlever je ne sais pas si vous voyez la souris, mais la 1, 2, 3, 4, la quatrième en partant du haut. Mais ça, en fait, c'est alors, chaque module, quand on développe un module dans Metasploit Framework, on développe un module d'exploitation, mais aussi on doit faire une documentation. Et cette documentation, en fait, elle est dans le framework accessible. Et si on va voir dans la documentation, toutes ces étapes, en fait, pour reproduire le lab, ils sont indiqués. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller regarder un petit peu plus en profondeur. La difficulté pour ce module, pas grande chi. Je dirais module assez simple à développer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été intégré, je dirais, assez rapidement. Donc voilà, c'est Rootup en fait qui a initié en fait le module auxiliaire pour le scanner et moi qui ai initié en fait le module d'exploitation. Qu'est-ce que je peux rajouter? Quelque chose là-dessus? Non, c'est bon. Et là, je vais partir sur la CVE 2021 40444. D'ailleurs, en même temps, ça me fait penser qu'il faut que j'allume une VM parce que j'ai prévu une petite démo. Alors, qu'est-ce à cause cette vulnérabilité? Alors, vous connaissez tous en fait le vecteur d'exploitation Microsoft Office, je dirais utilisé par un petit peu toute la communauté cybercriminalité via des macros techniques bien connues. Alors,
les macros, c'est bien, mais il faut une étape en fait de social engineering supplémentaire pour inciter l'utilisateur ciblé à activer les macros. L'avantage de cette vulnérabilité, c'est que sans avoir de macro en fait à l'intérieur du document, rien qu'en ouvrant le document, ben on exécute en fait la charge utile qui permet de faire de l'exécution de code sur la machine ciblée. Alors ça, j'ai piqué ça sur le site de Microsoft qui parle, je dirais, de l'exploitation initiale, c'est-à-dire un fichier Word dans lequel il y a un lien qui va lire une page HTML qui contient un JS qui va faire exécuter un contrôle ActiveX qui va récupérer un fichier CAB et de la façon dont le fichier CAB est foutu va permettre en fait d'exécuter du code arbitraire au travers du… Alors, pour le coup, ici d'une DLL, mais si on va regarder l'époque, en fait, il y a beaucoup de variantes de cette attaque. Je ne les ai pas toutes travaillées. Moi, j'ai plutôt focusé en fait sur, je dirais, la campagne initiale. Mais il y a beaucoup de choses à travailler hein, autour de cette attaque. Alors, pareil, par opportunité, j'ai travaillé là-dessus parce que je crois que quand c'est sorti en septembre, je donnais un cours à l'université, que je suivais ça un petit peu de loin, que j'avais vu qu'il y avait un module Metasploit en préparation. Donc, je me suis dit, tranquille. Et puis, quand j'ai eu un petit peu le temps de travailler dessus, alors là, on voit le graphe, un graphe qui est assez intéressant d'ailleurs. C'est fin août, en fait, enfin mi-août, on a de l'exploitation dans la nature observée par Microsoft jusqu'au, allez, je dirais 8 septembre. Et au 8 septembre, en fait, ça monte en flèche. Pourquoi? Parce que les POC ont été rendus publics. Donc là, voilà, début septembre, et une partie de la communauté travaillant en fait là-dessus, notamment pour ne pas citer Claise Virus, en fait, qui tient un repository de cette vulnérabilité qui est extrêmement complet. Le code est en Python. Et un deuxième repository en fait qui est plutôt orienté sur la campagne initiale, celui de Lockheed Byte. Et d'ailleurs, je crois que c'est en grande partie sur son POC que j'ai commencé à travailler. Donc voilà, les difficultés. Alors, comment on construit l'attaque? Déjà, je vais faire gueuler les gens de chez Microsoft, là, désolé. Le lab. Pour que cette vulnérabilité fonctionne, alors, pour le lab, je désactive l'antivirus. Pourquoi? C'est pour éviter en fait que mon système il se mette à jour pendant que je suis en train de coder et checker la vulne. Pas l'antivirus, Windows Update, pardon. Je désactive aussi l'antivirus pour éviter que ça boirle et que effectivement que ça m'embête pendant la partie de code. Alors pour que cette vulnérabilité fonctionne, il faut bien sûr un Windows, pas forcément enregistré, donc un Windows
qui n'est pas enregistré sans licence, ça ne pose pas de problème. Par contre, pour Microsoft Office, la vulnérabilité ne se déclenche pas si vous n'avez pas de licence Microsoft Office. Désolé, ça me fait un peu rigoler. Et en fait, je dirais que donc, alors, premier problème pour le lab, c'est que j'ai pas envie de griller en fait une licence MAK pour du test. Donc, petite astuce, hein, si vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a possibilité en fait de faire des activations comment dire comment je vais tourner ça? En fait, il y a moyen d'activer sa licence Microsoft Office en utilisant la clé KMS fournie par Microsoft, hein, la clé légitime. Hein. Et on a certains serveurs sur Internet en fait qui avec cette clé, nous active le produit. Alors, ça marche pour Office et puis ça marche pour toute une tripotée de logiciels Microsoft. Donc, voilà un petit peu. Alors, bon, après, ce n'est pas des licences que je laisse activer en permanence, puisque une fois que j'ai terminé mon travail, je shoot ma VM et je repars sur un système complètement clean. Donc là, voilà, il a fallu trouver une solution pour pouvoir travailler sur la vulne. Les documents DocX, hein, c'est des fichiers zip, hein, structurés avec du XML et puis des images qu'on va coller dans le document et tout un tas de trucs à l'intérieur. Donc, en fait, un document Word, un DocX, ça se dézip. À l'intérieur, en fait, pour la vulnérabilité, alors dans le document Word, en fait, à un endroit dans Word document.xml, on va créer un objet OLE. Et cet objet OLE, en fait, on va le linker avec dans le document de relationship je dirais le payload ici, en fait, c'est target égale mhtml avec l'adresse en fait de la charge HTML et le target mode de type, le target mode external. La chaîne ici n'est pas offusquée et en fait, j'ai pas offusqué cette partie-là dans Metasploit Framework, mais sachez-le que cette chaîne, elle peut être offusquée de différentes façons, hein, en utilisant de l'HTML encoding, voire là où on peut le faire, de changer uppercase, lowercase dans certains endroits et du coup, l'antivirus, il ne voit pas trop, ou en tout cas, c'était le cas au début. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, il faudra le tester. Donc ça, c'est pour la partie document Word. Donc le document Word, en fait, va appeler un code JS. Le code JS, je ne l'ai pas trop travaillé, honnêtement, en fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas à l'origine, en fait, de la pull request initiale. La pull request initiale, si je la retrouve, elle est là. Donc, dans la pull request initiale, en fait, le code est, en fait, il est ailleurs. Il est dans un fichier, ailleurs. Alors, c'est qui va la chercher ici. Et en fait, alors, pour raison de simplicité, en fait, vu que j'avais
en fait, la partie JS qui était en place ne fonctionnait pas. Je me suis pas pris la tête. En fait, j'ai fait un copier-coller de la charge offusquée et j'ai fait quelques petits changements. Tout en spécifiant quand même que je l'ai mis comme ça, mais que fallait peut-être faire autrement. D'ailleurs, cette partie-là a été réécrite, puisque maintenant, il y a un code en clair qui n'est pas offusqué, mais il y a toujours une possibilité d'offusquer avec, je dirais, la librairie Metasploit qui permet en fait d'offusquer du JS. Ensuite, et c'est là en fait le point qui m'intéressait moi de travailler en fait dans cette exploitation, c'est la partie CAB. Parce que dans Metasploit Framework, vous avez la possibilité de zipper, mais vous n'avez pas de fonction en fait pour générer un CAB. Et du coup, c'est surtout ça qui m'intéressait. Donc, je suis allé récupérer la documentation Microsoft officielle. Hein, j'ai travaillé dessus pour essayer de comprendre comment le CAB était structuré. J'ai utilisé LCAB sur Linux pour caber une DLL. Et après, je me suis servi en fait de cette référence pour développer en fait la partie MSF. Ouais, ça représente si on va regarder la fonction en fait de bout en bout, parce que là, il n'y en a qu'une partie. Mais ça a été quand même, ouais, je dirais, une bonne journée et demie de travail là-dessus. Pour m'assurer que c'était bien structuré, etc. Et pour le coup, sans la fonction de checksum. Parce que dans la documentation Microsoft, il est dit que si les checksums sont à 0, il n'y a pas de vérification. Et comme je suis quelqu'un qui n'avait pas envie de me casser trop la tête avec ça, je me suis dit, bon, bah, les checksums, on va les mettre à 0. et finalement, bah, j'étais dans l'incapacité d'ouvrir le fichier CAB sur ma machine Windows parce que justement, ces checksums, en fait, ils étaient manquants. Donc, j'ai repris la documentation Microsoft. Je suis tombé sur une formule pseudo-mathématique qui m'a donné un bon mal de crâne. Du coup, je suis allé chercher sur GitHub un code CAB dans lequel on pouvait faire du compute de checksum. Je suis tombé sur une fonction en C, j'ai créé un mini-programme en récupérant cette fonction et j'ai pu tester, je dirais, de façon dynamique le fonctionnement du checksum qui m'a permis en fait de produire un code que j'ai intégré et cool, je peux ouvrir mon fichier CAB et je peux chaîner mon exploitation et tester que tout marche correctement. Voilà un petit peu en gros je dirais les déboires. Alors la fonction de checksum, pareil, elle m'a pris peut-être aussi une bonne journée de travail dessus, voire peut-être un peu plus. Donc voilà, alors c'est du temps, hein, c'est du temps R&D, c'est du temps voilà, qu'on accorde un petit peu, je dirais, à la communauté, hein, parce que c'est du code que j'aurais pu garder pour moi, mais bon, généralement, quand on a ce genre de vulnérabilité, ça finit toujours par sortir à un moment donné. Donc voilà, certaines fois, je publie mes codes, certaines fois, je les laisse dans mon GitHub public, certaines fois, en fait, je les garde dans mon arsenal privé. Enfin, voilà. C'est en fonction de mes motivations. Et effectivement, alors j'ai une petite démo et aussi pour dire que ce module, en fait, je l'ai travaillé avec The Sunrider.
qui est l'initiateur de la pull request. Donc ici, en fait, j'ai un… Alors, je ne vais pas vous faire voir comment générer le fichier doc. Maintenant, si vous allez voir, alors, pour le coup, celui-là, je l'ai fait avec le module injector. Je n'ai pas utilisé Metasploit. En fait, je ne hoste pas le fichier HTML et le fichier CAB sur Metasploit Framework. Moi, j'ai plutôt choisi, je dirais, une autre option. Et cette autre option, en fait, c'est d'utiliser plutôt un C2 Cobalt Strike. Donc là, si je n'ai pas un effet Bonaldi, essayer de voir en fait les… voilà, alors Cobalt Strike version 4.5, donc la dernière update du 14 décembre 2021. Le fichier en fait infecté, la machine en fait est vulnérable. J'ouvre le document. J'ai les requêtes qui vont se faire en fait sur le C2. Le fichier CAB. Là, c'est un modèle personnalisé hein, en fait, c'est pas le doc, le fichier doc officiel. Voilà, c'est un doc customisé pour la vulnérabilité. C'est pas celui de MSF par défaut. Et on voit qu'ici, effectivement, on a pris la main sur la machine. Donc, allez, laisser attendre un petit peu qu'il ait fait le tour du compteur. Donc, avec un droit d'admin. Voilà, joli comme ça. Et là, ben, on a notre compromission initiale. Par exemple, dans le cadre d'un projet de Red Team. Et on peut faire tout un tas de choses. Hein. Lire le contenu des documents, potentiellement. Ouais, tiens, on va faire comme ça. Un dump de hash pour récupérer les hashes de la VM de Sandbox. Voilà. Du coup, ben après, il suffit de faire du déplacement latéral et puis de mener à bien sa mission de Red Team. Je ne sais pas s'il y a encore du temps pour les questions. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci Seb. Je regarde s'il y a des questions. Il y en a pas mal, pas mal. J'adore, c'est dingue ça.
Cobalt Strike, c'est bien pour les attaquants. Ouais, donc c'est plutôt voilà, beaucoup de félicitations, Sébastien. Euh, Ok. Beaucoup de gens qui te remercient pour ce que tu as présenté et pour cette rétrospective des vulnérabilités que tu as eu à traiter et à partager. Moi, j'hallucine toujours de voir ton investissement pour la communauté. C'était ouf comme connaissance, voilà. Donc, il y a des réactions très positives. Euh, et effectivement, moi, je me posais, alors par rapport à, j'ai déjà posé la question, mais je peux la poser parce que comme on a des experts ici présents, euh, moi, je trouve ça louable, en fait, ce que fait Sébastien, ce que vous faites certainement dans l'Assemblée, là. Mais à un moment donné, je me dis, voilà, bah, c'est quand même un travail qui demande des heures et des heures. Pourquoi Metasploit, donc là je parle de Metasploit parce que tu es contributeur pour Metasploit, ne rémunère pas ce travail de recherche que tu fais pour la communauté? Hmm. Parce que Alors, je t'avoue que je finis, hein, Sébastien, c'est vrai, hein. le routier, ah, il y a mon petit. Désolé, il y a mon petit. Le routier, effectivement, il y a un outil communautaire donc, qui est gratuit, etc., et qui n'a pas toutes les fonctionnalités. Mais quand même, le gros de l'outil, il est quand même payant, en tout cas, il est payant. Et c'est un des frameworks les plus utilisés. Donc, Metasploit a quand même pas mal de moyens. Donc, pourquoi entre guillemets, il n'indemnise pas les contributeurs? Je sais pas, faudrait peut-être qu'un jour je leur fasse un petit pic et que à minima, en fait, c'est vrai que la plupart du temps, quand on contribue sur des projets, on reçoit, je dirais, comment dire, au moins des goodies. Là, jamais. Euh, j'ai eu discuté avec des gars de Rapid7 en France et je leur avais fait un petit pic et le gars il m'a dit mais qu'est-ce qui me prouve que tu as déjà contribué chez nous? Ah oui. Non, enfin je sais pas, c'est C'est quand écoute, même. Moi, je sais c'est que tu as comme ça, passé, ça me. te connaissant depuis quelques années maintenant, je sais que tu passes des nuits et des nuits sur, dès que voilà, tu as une vue, et c'est énorme. Moi, je me dis, voilà, bah, il faut qu'il y ait un retour des choses. Effectivement, tu es de la communauté, mais à un moment donné, il y a aussi un investissement personnel et humain qui est fait. Voilà, je ne sais pas si tu peux avoir des Alors, réactions. Je vais lire un peu, Le rubis, hein, alors pour Florent, revenir, Sax, pour Bruno. revenir sur le rubis, parce que je Ouais. vois le rubis, quel courage. En fait, ouais, c'est vrai. Après, les modules Metasploit, il y en a certains qui sont en Python, hein. On peut intégrer du Python dans Metasploit Framework, mais j'aime pas trop. Alors, j'aime beaucoup le Python, hein, par contre, mais dans Metasploit, je travaille en Ruby. Et en fait, je trouve qu'il y a enfin, c'est un framework qui est fait pour l'exploitation. Il y a des trucs complexes qu'on n'est pas obligé de recoder. Alors, même en Python, tu me diras, il y a des librairies qui vont bien, etc. Mais ce n'est pas pareil. Voilà. Ok. Clément, tu voulais réagir par rapport à ma question? Est-ce que toi, tu es comme Sébastien aussi, tu es un contributeur Ouais, bah déjà, Oui, je pense qu'on peut tous son investissement et je pense qu'il ne dit pas assez, mais il aide, et d'ailleurs tous les contributeurs un peu sur Metasploit aident énormément, 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 que ce soit des pentesters, des red teamers, bah, quand ils sont en fait en mission, quoi. Et peut-être en effet, bah, je pense que dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, mais j'espère pas dans les années parce que ça va faire long, il y a peut-être un vrai travail aussi de réflexion au niveau de la communauté pour savoir comment contribuer, un peu rémunérer ce travail-là. D'ailleurs, j'en prends un exemple très concret, hein. Peut-être qu'avec ce qui s'est passé avec Log4j, on va réfléchir un peu mieux sur comment le faire. D'ailleurs, sur Log4j, c'est un gars
du coup, vraiment au niveau de la brique, qui le maintenait. Et suite à ça, ce gars-là, il a quand même un peu, entre guillemets, évité des millions de pertes à beaucoup d'entreprises. Et du coup, il y a un peu aussi cette question-là de la rémunération, en tout cas, de soutenir le travail et de maintenance et de contribution de toutes ces personnes-là. Et après, pour répondre un peu à ta question, Shafik, en tout cas, moi, j'ai pris, d'ailleurs, je m'en cache pas du tout, le parti de ne pas trop contribuer à certains projets. En tout cas, pour le coup, ça dépend quand je trouve ensuite des vulnérabilités dans mes travaux de recherche, soit en bug bounty ou soit parce que pour un client, à un moment donné, j'ai regardé un produit d'un peu plus près. Dans ces cas-là, je vais un peu faire les démarches pour la publier, mais de manière générale, je ne vais pas le faire parce qu'en effet, il y a ce travail-là qui est assez chronophage et qui parfois qu'on se dit un tout petit peu les choses, hein, parce qu'on est aussi un peu là aussi pour faire cette sensibilisation-là et avoir un débat qui est totalement ouvert et constructif, qui n'est pas rémunéré et c'est compliqué. Ok. Ouais. Si vous avez des questions à poser à Seb, il nous reste encore quelques 2-3 minutes. Vous pouvez les mettre sur le chat ou lever la main et je vous active le micro pour dire un petit mot à Sébastien. Romain, hein, tu peux réagir. C'est toi qui passes juste après, si tu veux. Ah, ici le micro, Romain. Bonjour à tous. Salut Bonjour Romain. Salut. Déjà, merci Seb pour cette présentation SPOC. J'ai bien aimé le POC qui est où tu vois rien, enfin t'as pas un ActiveX qui se déclenche ou un truc visuel, donc ça peut être assez transparent pour l'utilisateur, donc tu peux pas voir grand chose. J'ai juste noté au début, on voit au chargement de Microsoft Office que ça va chercher le truc HTML, c'est le seul petit point que j'ai vu, mais là bon, faut vraiment être un utilisateur averti pour voir ça, mais sinon le reste super quoi. C'est ça. Ok. Il y a quelques petits marqueurs. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi le développement de vulnérabilité. C'est que ça permet aussi d'appréhender mieux les vulnérabilités quand elles arrivent. Et en fait, je ne dis pas elles se ressemblent toutes, mais on comprend mieux de quoi elles ont besoin et comment on peut faire un minimum de remédiation dessus. Et j'avais regardé un peu la vulne et tiens, j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu sais quelle trace forensique elle pourrait laisser sur un ordinateur quoi? Honnêtement, ouais, dans le cache IE, en fait, tu vas retrouver le fichier HTML et potentiellement le point .cab. Ce que j'ai remarqué en testant, en travaillant sur la vulne, c'est que j'avais l'impression en fait que si je ne changeais pas, si je mettais pas un nom aléatoire pour chaque test, que ça reprenait en fait des éléments qui avaient déjà été téléchargés et ça prenait pas forcément en compte les changements que j'avais faits. Donc oui, il y a des traces qu'on peut trouver en fait là-dedans. Parce qu'il y a un truc que j'avais vu, alors c'est peut-être c'était peut-être l'implémentation qui était mal faite, mais que en gros pour charger la DLL, en fait, l'exploit ne savait pas vraiment où elle allait être située, donc il testait dans plein de répertoires différents, et du coup dans les traces, en fait, il y avait une vingtaine d'exécutions lancées par Word sur plein de répertoires différents qui cherchaient la même DLL, tu vois. Et toi aussi, tu l'as implémenté comme ça, ok. Parce que ça, niveau forensique, c'est vraiment des traces qui sont assez probantes et qui sont très intéressantes, quoi. Sysmon. Exactement, j'y viendrai dans la presse. Et justement, c'est parfait comme transition, cet échange. Merci beaucoup Sébastien encore pour ta contribution pour la deuxième année consécutive chez ETech Gaze. Merci pour tout, hein, depuis maintenant quelques
quelques années maintenant qu'on se connaît là sur l'île. Euh, Continue à faire du Sébastien, nous on aime bien, ne change pas. Mais en plus maintenant, tu es avec une belle équipe, avec Bruno et Adama, donc ça, je pense voilà, vous allez faire du bon boulot. C'est Ouais, que du bonus, pour j'ai moi une en tout cas, c'est que équipe. du plus. Hein? J'ai une équipe qui est là pour faire un petit peu aussi le garde-fou. Ouais. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Et oui, j'espère que 2022, ça va se lancer correctement. Voilà. Ouais. Non, mais c'est que du positif en tout cas. On voit là, donc côté Exact, côté Zéop. On en parlait hier avec Clément en disant que il y a avec les orateurs qu'on a eu sur la table ronde, disant que sur l'île, hein, il y a clairement il y a des gens compétents, il y a des personnes compétentes euh, et, euh, et ça peut, pour moi en tout cas, c'est que du plus et il faut continuer à aller de l'avant dans ce domaine-là pour avoir encore plus d'expertise et en plus, ça tombe bien, on a Romain qui nous a rejoint, alors qui est réunionnais, qui était parti et qui est revenu depuis une année, mais je vais le laisser se présenter tout de suite et qui nous ramène en plus une compétence supplémentaire qu'on n'avait pas forcément, en tout cas, dédiée. Et ça, c'est pareil, un gros plus sur l'île. Je vais arrêter juste l'enregistrement